Chers amis, bonsoir. Je suis heureux d'accueillir une nouvelle fois le professeur Martinez-Gros qui est venu à plusieurs reprises nous présenter ses livres. La dernière fois, c'était pour nous parler de son livre qui s'appelle l'Empire islamique, pardon, que j'avais également présenté dans un article de Royaliste. Et ce soir, il revient avec un livre qui vient d'être publié, qui est intitulé De l'autre côté des croisades, l'islam entre croisés et mongols. Je vais lui laisser le soin de présenter ce livre et ensuite, s'il le veut bien, il répondra à nos questions. Monsieur le professeur et cher ami, vous avez la parole. Merci, cher Bertrand, merci à tous d'être là, fidèles, et je suis vraiment très heureux et très touché de présenter mon livre devant vous. Ce n'est pas, j'ai déjà subi un certain nombre d'interviews, mais vous savez, le propre de l'interview, c'est que c'est l'intervieweur qui pose des questions et donc qui insiste sur les points sur lesquels lui veut insister. La présentation du livre est un exercice un peu différent dans la mesure où c'est encore l'auteur qui parle de son livre, ce qui n'est pas très facile, il faut l'avouer. Donc je vais essayer d'être bref et de vous laisser la parole aussi rapidement que possible, en essayant tout de même de vous présenter vaguement ce qu'il y a dans ce livre. Alors c'est donc une histoire des croisades vue de l'islam, vous avez compris, de l'autre côté des croisades, c'est le côté de l'islam, ou mieux peut-être même, c'est la suite du livre précédent dont vous parliez, Bertrand, c'est-à-dire que c'est une histoire de l'islam à l'époque des croisades, mais qui s'étend sur des territoires qui n'ont pas, pour l'essentiel, participé à l'action militaire des croisades entre le milieu du XIe siècle et la fin du XIIIe siècle. Donc voilà, 1050, 1300 à peu près, c'est à peu près ça. Et en gros, le livre est construit selon une triple bipartition, c'est-à-dire qu'il est coupé en deux, mais 3 fois, et selon des lignes de partage différentes. Alors, le premier partage, en deux, distingue bien sûr la vision occidentale des croisades, qui est tout de même présente parce que c'est celle que les lecteurs ont indiscutablement en tête lorsqu'ils ont une vision en tête, bien entendu, des croisades. Et donc je l'utilise, bien sûr, ça va de soi, et la vision islamique que je privilégie, bien sûr, par principe et parce que c'est l'originalité du livre, si ce livre en a une originalité. Alors cette vision islamique se marque d'abord par le fait que je fais appel à des historiens arabes, bien sûr. Je reviendrai tout à l'heure sur ceux qui les séparent, mais je voulais très rapidement les présenter. J'en utilise 4 ou 5, mais surtout 3, on va dire. Le cas échéant, on parlera des 2 ou 3 dont je ne parle pas, donc que je ne vais pas présenter ici. Le premier, peut-être l'un des 2 plus importants, c'est Ibn al-Asir, qui naît en 1160 et meurt en 1233. Il vit et il travaille à Mossoul, donc dans cette ville qui n'est pas alors dans cet Irak que nous désignons aujourd'hui comme tel. Enfin, je veux dire, l'Irak au Moyen-Âge, ça s'arrête au sud de Mossoul, nettement. Je veux dire que ça ne comprend que les provinces, les régions, les vilayettes, comme on aurait dit en turc, de Bagdad et de Basra, le centre et le sud de l'Irak d'aujourd'hui. Mossoul appartient à ce qu'on appelle la Jésirée. Elle est entre l'Irak et la Syrie. Et il vit exactement, il est absolument contemporain de Saladin. Il est, enfin du moins sa jeunesse est absolument contemporaine du règne de Saladin. Il a 27 ans en 1187, lorsque Saladin reconquiert Jérusalem, c'est l'heure du triomphe, et il a malheureusement pour lui, parce qu'il est plus dur de subir les épreuves lorsque l'âge vient et que on va disparaître sans savoir si le monde auquel on a appartenu survivra. Il est contemporain sa vieillesse est contemporaine de l'invasion mongole. Les Mongols sont à Tabriz, c'est-à-dire en Azerbaïdjan, la capitale de l'Azerbaïdjan iranien aujourd'hui, en 1231.
Il meurt, lui, en 1233 et il arrête son histoire sur quelques pages que je cite d'ailleurs, sur les invasions mongoles et sur l'horreur des invasions mongoles. J'en cite une partie, bien entendu, puisque toute la fin de son énorme histoire universelle est consacrée au choc de ces invasions mongoles. L'histoire d'Ibn al-Ansir est une histoire universelle, qui commence au début des temps, à la création du monde, et qui s'achève donc avec la mort de l'auteur, enfin plus exactement 2 ans avant la mort de l'auteur. Le deuxième auteur est très connu déjà de ceux qui m'ont lu, c'est Ibn Khaldoun, qui vit et travaille, lui, beaucoup plus tard, à la fin du XIVe siècle, entre 1332 et 1406, maghrébin d'origine, même andalou d'origine, mais né à Tunis, d'une famille d'origine andalouse originaire de Séville, qui écrit cependant une part importante de son histoire en Égypte, et c'est plutôt sur Ibn Khaldoun, l'Égyptien, que j'ai insisté dans ce livre et que je vais insister dans cette présentation. Il réside en Égypte après 1382, donc il passe les 24 dernières années de sa vie en Égypte, il meurt en 1406. À son époque, les Francs et les croisades sont déjà bien oubliés. En revanche, les Mongols sont toujours présents sous l'aspect de leur ultime et terrible descendant, en l'occurrence Tamerlan, qui est musulman, turco-mongol, mais pour remplacer les Francs, si j'ose dire, et dans l'ordre des catastrophes, pour vous montrer que tout de même les nôtres sont de petites choses à côté, lui, il a la peste. C'est fondamentalement, je crois, que finalement, après avoir passé 20 ans avec Ibn Khaldoun, j'en déduirais, si j'avais, je le présenterais, si j'avais l'occasion de le présenter en une seule phrase, comme le philosophe et l'historien de la peste. Il n'y en a pas d'autre, en fait. Alors, c'est quelque chose qui méritera peut-être une question. Je ne vais pas m'engager immédiatement dans ce débat, mais pourquoi n'y a-t-il pas, à part lui, sans doute, d'historien de la peste? Et pourquoi est-il un historien de la peste? C'est une autre question, encore une fois. Si ça vous intéresse, on verra ça au moment de la discussion. Et puis le troisième, c'est Makrizi, qui est lui encore un peu plus tardif qu'Ibn Khaldoun, une génération de plus. Il naît en 1368 et il meurt en 1445. Donc vous voyez, c'est un homme du XVe siècle, de la première moitié du XVe siècle. C'est un disciple d'Ibn Khaldoun, il est égyptien, il a suivi les cours d'Ibn Khaldoun. Makrizi, c'est par excellence le représentant de cette énorme compilation égyptienne de l'histoire de l'islam classique qui s'engage à partir du XIIIe siècle, de la deuxième moitié du XIIIe siècle au Caire, et qui se poursuit jusqu'à la chute du Caire aux mains des Ottomans en 1517. C'est l'expression de la nouvelle centralité kérote, d'abord de l'histoire de l'islam. Le Caire est devenu, et on va en reparler, la capitale du monde islamique, capitale déjà reconnue et centralité kérote déjà reconnue par Ibn Khaldoun, mais que Makrizi exprime par son existence et par l'ampleur même de son histoire universelle, le monde islamique trouve dans le Caire et dans l'Égypte du XIVe et du XVe siècle une sorte d'arche de Noé après l'immense catastrophe qu'il a subie au XIIe et surtout au XIIIe siècle avec les invasions mongoles. L'Égypte prend la main définitivement dans l'élaboration du sens de l'histoire islamique, le sens de l'énorme tempête qui a balayé le monde islamique au XIIe et au XIIIe siècle, et que nous appelons les croisades, mais qui est beaucoup plus vaste en fait que ces croisades. Ce sens, on l'élabore au Caire, au XIVe et au XVe siècle. Bien sûr, c'est d'abord le génie d'Ibn Khaldoun, mais c'est aussi Makrizi, c'est aussi cette lente recompilation de l'histoire de l'islam que réalise Makrizi. Voilà, bon, ça c'est la première bipartition, les historiens arabes face aux historiens occidentaux, et vous voyez déjà que les croisades, évidemment, ils ne se répondent pas les uns aux autres. Les croisades ne sont pas centrales
dans cette recomposition, dans cette énorme catastrophe et dans cette recomposition du sens que le Caire permet, que la recentralisation, le rééquilibrage du monde islamique grâce à son ancrage kérote permet. La seconde bipartition, la seconde coupure en deux, est entre la partie orientale et la partie occidentale du monde islamique. Proprement dit, ce que j'appelle la partie occidentale du monde islamique, c'est ce que nous appelons aujourd'hui le monde arabe. Hein. En gros, entre la Syrie et, nous dirions aujourd'hui le Maroc, mais il faut y inclure l'Espagne, enfin ce qu'il reste de l'Espagne, à partir du milieu à partir de la fin du XIe siècle, puisque ça commence à la fin du XIe siècle. Donc c'est ça, hein, c'est la partie occidentale de l'islam, c'est celle qui commence à l'Euphrate, en Syrie, à la frontière de la Syrie et de l'Irak d'aujourd'hui, et qui va jusqu'en Espagne. Or, c'est précisément cette partie du monde islamique qui est celle de la géographie des croisades. C'est celle qui subit les croisades entre Espagne et Euphrate, entre Sicile, Espagne et Syrie, où la poussée franque se fait sentir à partir du milieu du XIIIe siècle. Donc, la géographie des croisades, c'est la Méditerranée dans sa totalité, et la chronologie des croisades commence non pas en 1095-1099 avec la première croisade, mais probablement, et c'est ce que les historiens arabes perçoivent assez vite, assez tôt, hein, c'est chez Makrizi, bien sûr, chez Ibn Khaldoun, bien sûr, mais c'est déjà chez Ibn al-Asir, dès le XIIe siècle, c'est que c'est l'ensemble de l'arc méditerranéen qu'il faut examiner lorsqu'on examine la poussée des Francs, c'est-à-dire de ceux que nous appelons les Européens. Ce qui ne veut pas dire que pour autant que le sens de la croisade, on voit bien qu'il y a une poussée des Francs, ça c'est évident, ça ne veut pas dire que le sens de la croisade a été compris, en tout cas compris de la même façon qu'en Occident, et de la même façon que nous, encore aujourd'hui, au début du XXIe siècle, nous comprenons les croisades. En fait, en gros, face à l'arrivée des croisés, et très très tard après les faits, malgré le fameux recul historique qui est supposé donner des événements une vision plus exacte, les hypothèses sur le sens des croisades sont pour nous assez déconcertantes. Hein, je parle des hypothèses islamiques, bien entendu, sur les croisades. Alors, première hypothèse qu'on retrouve chez Ibn al-Asir, qu'on retrouve chez Ibn Khaldoun, et qu'on va retrouver chez Makrizi, parce qu'une fois qu'une opinion est donnée, qu'une hypothèse est assise, elle est généralement répétée, hein, bien entendu, par les suivants et les disciples, les successeurs et les disciples, c'est que, la première hypothèse, c'est que les Francs sont les mercenaires des Byzantins. Alors, les Francs, j'entends, hein, les croisés sont les mercenaires des Byzantins, hein, comme en Sicile et en Italie du Sud, c'est de là que vient l'idée. Hein. En effet, les Normands qui vont finalement s'emparer de la Sicile sont arrivés en Italie du Sud, et Hauteville en particulier, comme des mercenaires des Byzantins pour combattre les royaumes arabes de Sicile et les incursions arabes du sud de la Sicile. Ils ont d'abord conquis, pour le compte des Byzantins, les têtes de pont arabes d'Italie du Sud, avant de se débarrasser de la puissance byzantine en Italie du Sud, d'envahir la Sicile et de s'en emparer au détriment de ses maîtres arabes, de ceux qui étaient jusque-là ses maîtres arabes. Donc, lorsque ces croisés, dont certains sont normands, hein, sont des Normands de Sicile, en particulier Bohémond de Tarente, interviennent sur le théâtre d'opération syrien, syro-palestinien, si vous voulez, la première idée, c'est que de la même façon qu'en Sicile, ils interviennent parce qu'ils ont été appelés par les Byzantins. Et ce qui rend la chose d'autant plus vraisemblable, c'est qu'en effet, les Byzantins sont bousculés par les invasions turques
depuis la défaite de Manzikert en 1071, que Byzance est en mauvaise position militaire, et en effet, hein, le pouvoir byzantin est à la recherche de mercenaires, et en particulier de mercenaires francs, pour repousser les Turcs, qui plus est, probablement la première intention pontificale à propos des croisades, intention qui est encore manifestée par Urbain II dans son fameux discours de Clermont de novembre 1095, c'est de porter en effet secours à l'Empire byzantin, hein, c'est de porter secours aux chrétiens d'Orient qui sont bousculés par ceux qu'on appelle des Perses, hein, sur le modèle des Byzantins, hein, parce que tout ce qui vient de l'Est du monde islamique porte encore le nom de Perse sur le modèle des guerres médiques, hein, de l'Antiquité. Enfin, dernier point qui appuie cette hypothèse, c'est la centralité de Byzance, hein. Ça, c'est un point très important dans le monde islamique de la fin du XIe siècle encore. Il faudra attendre probablement Ibn Khaldoun pour que cette idée disparaisse, hein. C'est que le chef du monde chrétien, c'est le Basileus de Constantinople, hein. C'est-à-dire que la géopolitique du monde chrétien telle que la voient les historiens de l'islam, c'est fondamentalement une géopolitique du 9e, 10e siècle, et qui ne change pas, hein. C'est pourquoi, d'ailleurs, j'en profite pour préciser la chose, bien sûr, c'est pourquoi, d'ailleurs, le nom qu'on accorde aux croisés dans les textes historiques arabes est le nom de franc. Le mot croisé n'intervient jamais, il n'intervient rarement du côté occidental, où le mot de croisé, croisade, est plutôt contemporain du XIVe ou du XVe siècle, et il n'intervient rigoureusement jamais. Dans les textes islamiques, le mot croisé est une traduction depuis le français au début du XXe siècle par les historiens égyptiens, en particulier Ahmad Amin, qui recomposent ou relisent l'histoire de l'islam à la lumière de ce que on en écrit en Occident au XIXe et au XXe siècle, qui traduisent donc croisés par Salibin, les gens de la croix, hein, et qui le mot est repris par les frères musulmans à partir de 1930 pour désigner d'une manière générale l'ensemble des entreprises occidentales, l'ensemble des entreprises maléfiques de l'Occident. Et aujourd'hui, ce mot est très largement répandu dans le langage islamiste, salafiste, etc., mais surtout dans la langue des frères musulmans pour désigner l'Occident en général, hein. L'Occident en général, ce sont les croisés. Deuxième hypothèse, si ce ne sont pas des mercenaires des Byzantins, il y a une autre hypothèse, c'est que ce sont des mercenaires des Fatimides. Mais vous voyez, toujours des mercenaires, hein. On ne leur accorde pas de sens, hein, ça c'est très important. Les croisades en tant que telles ne font pas sens, hein, pour les historiens arabes. Donc des mercenaires des Fatimides. Qu'est-ce que c'est que les Fatimides? C'est la grande dynastie chiite qui occupe l'ouest du monde islamique, enfin l'Ifriqiya et l'Égypte surtout, bien sûr, et la Syrie jusque vers 1075. Ces Fatimides qui ont paru un temps sur le point de s'emparer de l'ensemble du monde islamique, de renverser le califat de Bagdad et de réunifier le monde islamique à leur profit à la fin du Xe siècle, aux alentours de l'an 1000, sont à la fin du XIe siècle en plein recul face à la poussée des Turcs sunnites qui ont repris le contrôle du califat de Bagdad, qui se sont emparés de la Syrie et qui, au moment où les croisés surviennent en Syrie-Palestine, sont sur le point de donner l'assaut à l'Égypte. Et donc, tout naturellement, à qui profite le crime? Le crime, c'est-à-dire les croisades, profitent aux Fatimides, et donc, ces croisés doivent être, ils ont été, du moins, leur entreprise a dû être facilitée par les Fatimides. Alors c'est un point très intéressant, c'est-à-dire que les croisés ne peuvent entrer dans une histoire telle que l'écrivent les historiens arabes que s'ils adoptent en quelque sorte les raisons, s'ils entrent dans le cercle des raisons islamiques. Et c'est, je trouve, intéressant pour nous, hein, bien entendu, c'est-à-dire que de la même façon, aujourd'hui, nous qui sommes par excellence les civilisés, le centre du monde, comme chacun sait, nous ne laissons entrer
les événements du monde extérieur, je pense en particulier à l'islamisme ou au djihadisme, que dans la mesure où ils entrent dans nos raisons encore aujourd'hui. Je me souviens, bon, c'est relativement ancien, mais c'est parce que la chose est particulièrement, ou nous paraîtrait particulièrement spectaculaire aujourd'hui, qu'en 1979, je m'en souviens fort bien, j'étais alors jeune agrégé dans un lycée parisien, mes collègues, puisque je m'intéressais déjà à l'islam, je commençais tout juste, me demandaient si, à mon avis, la révolution iranienne était plutôt pro-soviétique ou pro-américaine, parce que tout était lu selon la grille de lecture de la guerre froide, tout simplement. On était encore en 1979, ce qui explique l'énorme bévue, comme vous le savez, de Michel Foucault lorsqu'il prend parti quasiment pour Khomeini, parce qu'il croit que Khomeini est du côté anti-américain, ce qui lui suffisait pour le soutenir, tout simplement. Khomeini était en effet du côté anti-américain, mais il n'était pas seulement du côté anti-américain, et surtout, il était le prodrome d'un mouvement considérable dans le monde musulman qui dépassait de loin, évidemment, la guerre froide et qui annonçait le monde nouveau dans lequel nous savons que nous vivons aujourd'hui. Mais pour beaucoup encore, j'imagine, encore aujourd'hui, l'idée c'est que le djihadisme cache le véritable danger qui est celui de la Chine. Il y a un véritable débat sur le plus important des dangers auxquels nous avons à faire face, et pour beaucoup, je n'en doute pas, peut-être pour beaucoup d'entre vous d'ailleurs, il est évident que la Chine est un danger bien plus important que l'islamisme ou que le djihadisme. Ce qui me fait penser à un point que je relève dans le livre. En 1223, les Mongols sont là, déjà aux alentours, en Azerbaïdjan, et les Géorgiens, qui sont des adversaires, des ennemis traditionnels du monde islamique, des ennemis très, très redoutables et très redoutés, qui sont acculés par les Mongols, demandent à l'un des descendants de Saladin, un de ses neveux qui gouverne en Syrie du Nord, de contracter alliance avec lui pour s'opposer aux Mongols, avec d'ailleurs des Turcs Kipchaks, musulmans, des plaines de l'Ukraine d'aujourd'hui, et même des Russes. Et donc la réponse d'Al-Ashraf, de ce neveu de Saladin, c'est un non. Non, ça ne m'intéresse pas. Pour nous, les ennemis sont les Francs. Les ennemis sont les Francs parce que les Mongols, et tout ça est parfaitement juste. Les Mongols sont simplement des pillards qui ne font que passer, ils vont tout casser, puis ils vont repartir. Et nous reconstruirons après qu'ils soient repartis. Les Francs, en revanche, sont des gens qui, dont l'insistance et l'opiniâtreté nous fait peur. Ils ont attaqué l'Égypte d'abord, qui est le cœur de nos domaines, des domaines ayubides de la descendance de Saladin. Et puis, une fois qu'ils occupent une terre, ils ne la relâchent plus. Et en effet, il la repeuple, ce qui est particulièrement redoutable. Alors bon, Al-Ashraf pense en l'occurrence à Damiyat, que les Francs ont été obligés d'abandonner, mais que les Italiens avaient commencé à transformer en une véritable ville italienne sur le littoral de l'Égypte. Tout ce que dit Al-Ashraf est frappé au coin de la plus fine analyse, et le résultat final est totalement aberrant, c'est-à-dire les Mongols ne sont pas dangereux. Évidemment, 40 ans plus tard, les descendants, lui est mort entre-temps, en 1938, mais 40 ans plus tard, les descendants d'Al-Ashraf seront balayés et massacrés, bien sûr, par les Mongols, dont l'influence sur le monde islamique et sur la géographie et la géopolitique du monde islamique sera bien plus durable et bien plus profonde que celle des croisades. Et enfin, dernière hypothèse, mais très tard, chez Ibn Khaldoun, surtout, parce que évidemment là il y a une ampleur de pensée qui est beaucoup plus considérable, bien sûr, c'est que les Francs ont tenté, c'est fini, mais ils ont tenté de reconstituer l'Empire romain, tout simplement. C'est-à-dire ils ont tenté de reconstituer la Méditerranée romaine, et Ibn Khaldoun voit, et il est le premier à voir de façon aussi claire, que désormais les Francs, je dirais à la fin du XIVe siècle, c'est pas trop difficile à voir, mais enfin,
Bon. Étant donné les inerties idéologiques, ça n'est jamais si évident, voire que les Francs ont pris l'avantage sur les Byzantins et que désormais, le centre du monde chrétien se situe en Europe occidentale, que le chef du monde chrétien, c'est le pape, dit-il, hein, même s'il n'a pas beaucoup d'autorité sur les rois, ce dont il est bien conscient, et donc que le but des croisades, ce n'est pas Jérusalem, fondamentalement, c'est Constantinople. C'est Constantinople. Ce en quoi, et donc il arrête pratiquement l'histoire des croisades, ce qu'il en dit, ce qui n'est pas négligeable, hein, 30 ou 40 pages sur les, bon, je dirais 3000 à peu près de son histoire universelle, c'est pas négligeable. Il arrête l'histoire des croisades à la chute de Constantinople, en 1204. Parce que pour lui, visiblement, c'est le but. Hein. Si le but des croisades, c'est la reconstitution de l'Empire romain, alors la prise de Constantinople est le but global des croisades. Vous voyez que il manque juste une toute petite chose là-dedans, c'est l'esprit religieux, qui n'y est absolument pas. Qui n'y est absolument pas tout simplement parce qu'il n'y est pas du côté musulman. Et là aussi, les études sur les croisades, y compris les études de la deuxième moitié du XXe siècle, y compris des études remarquables comme celle d'Emmanuel Sivan sur la contre-croisade, sur le contre-jihad, qui concerne 30 ans, 40 ans hein, de l'histoire des croisades essentiellement en Syrie, sous Nur ad-Din et Saladin, hein, dans la deuxième moitié du XIIe siècle, ont largement déformé cette faiblesse, cette tiédeur religieuse et surtout cette vision fondamentalement politique et impériale qui est celle des historiens arabes des croisades. Hein. C'est assez étrange peut-être pour nous, mais c'est ainsi. Alors, en revanche, l'Est du monde islamique, à l'Est de l'Euphrate, est resté pratiquement à l'écart de la croisade, après 2 défaites subies par les forces centrales de l'Empire islamique, les Turcs seldjoukides, à Antioche en 1098, c'est la principale, et en 1115 à Tel Danit. Hein. C'est cette partie orientale du monde islamique qui porte le centre de ce monde islamique à l'époque où commencent les croisades, donc dans la deuxième moitié du XIe siècle. C'est cette partie orientale du monde islamique qui porte l'empire, à savoir le califat à Bagdad et le sultanat des Turcs seldjoukides, puisque l'empire est désormais coupé en 2 en quelque sorte, hein, avec des fonctions régaliennes qui appartiennent désormais à ce personnage qu'on appelle le sultan et qui est turc, et des fonctions plutôt religieuses désormais, puisqu'il est réduit à ça, qui sont entre les mains du calife arabe, lequel est à Bagdad. Donc, Bagdad pour les fonctions religieuses, et la vieille et éminente capitale de l'Empire islamique, et Ispahan, ou Hamadan, enfin, généralement on va dire Ispahan, pour les fonctions régaliennes qui sont entre les mains des Turcs seldjoukides. Alors, l'évolution la plus importante des 2 siècles des croisades dans le monde islamique, c'est d'abord, il faut dire, elle est indépendante des croisades. Hein, ce n'est pas les croisades qui déterminent l'évolution la plus importante hein, de l'époque des croisades. L'évolution la plus importante de cette époque des croisades, c'est la ruine de ce centre du monde islamique oriental, centre qu'il était pratiquement depuis les origines de l'islam, ou en tout cas depuis la victoire de la dynastie abbasside en 750, donc il était depuis 3 ou 4 siècles, hein, au moins, peut-être même pratiquement depuis l'origine du monde islamique. En 1100, Bagdad est encore la capitale, au moins la capitale symbolique de l'islam. Entre 1200 et 1250, la couronne passe au Caire. Et c'est ça l'évolution probablement la plus importante de l'époque des croisades dans le monde islamique. Et Bagdad est totalement détruite par les Mongols en 1258. Elle sera de nouveau détruite en 1401 par Tamerlan. Il y a peu de villes, il n'y en a aucune, à vrai dire. Je ne sais pas pourquoi j'utilise cet euphémisme. Il n'y a rigoureusement aucune ville dans l'histoire de l'Occident qui a subi ce que Bagdad et aussi Ispahan ont subi, c'est-à-dire une double destruction à 1 siècle de distance, une double extermination de la population à 1 siècle de distance. C'est absolument extraordinaire. Hein. Je veux dire que
le naufrage que représente le monde islamique, et en particulier ce monde islamique oriental à l'est de l'Euphrate, n'a pas d'équivalent dans l'histoire des deux autres grandes civilisations mondiales, c'est-à-dire l'Occident et la Chine. Et il faut avoir ça tout de même en tête. Hein. Le Caire va régner à partir de là, de 1200-1250, hein, de la première moitié du XIIIe siècle, jusqu'en 1453 au moins, jusqu'à la prise de Constantinople par les Ottomans, et peut-être même jusqu'en 1517, c'est-à-dire jusqu'à la prise du Caire par les Ottomans, en tout cas jusqu'au triomphe ottoman sur la partie occidentale de l'islam. Alors, cette ruine de l'islam oriental est provoquée ou sanctionnée par les invasions turco-mongoles, invasions dont il faut souligner qu'à partir du milieu du XIIe siècle, ce sont des invasions entre guillemets, hein, telles que les voient les chroniqueurs musulmans, ce sont des invasions païennes. Hein, c'est ça qui est nouveau, hein, c'est ça la nouveauté. Jusque-là, l'islam recrutait les contingents turcs de ses armées depuis le IXe siècle dans ce même espace des steppes d'où viennent des invasions des XIIe, XIIIe siècle, les invasions mongoles. Mais ces contingents turcs étaient rapidement convertis ou passés au service de l'islam. À partir de 1140, avant même les invasions mongoles, hein, donc à partir du milieu du XIIe siècle, où l'ethnie des Khitaï, enfin peu importe les noms, hein, occupe la Transoxiane, c'est-à-dire l'Asie centrale, l'Ouzbékistan essentiellement, hein, le Tadjikistan et l'Ouzbékistan d'aujourd'hui, le Fergana et la Mésopotamie du Sirdaria et de la Moudaria. Alors donc voilà, ces Khitaï qui occupent la Transoxiane sont de culture chinoise, ils ont régné à Pékin au Xe, XIe siècle. Et ils ne se convertissent pas à l'islam, ils ne se convertiront jamais à l'islam, et moins encore, bien sûr, les Mongols qui vont les suivre dans le même rôle et dans les mêmes territoires et qui vont considérablement élargir, bien sûr, les conquêtes des Khitaï. Et c'est là, en fait, ça va, c'est rétabli. Judicis Régine a été exclu de la Réunion, mon cher. Oui, j'ai été un peu brutal, j'avais pas trop le choix, malheureusement. Bon, j'ai une sœur connectora, il n'y a pas de souci. D'accord. Et c'est là le véritable problème, en fait, des invasions mongoles, en fait. Entre 1220 et 1260, hein, le plus dur des invasions mongoles. Bien sûr, ce sont des massacres inimaginables, hein, dont je vous parlais à propos de Bagdad et d'Ispahan. Ce sont des massacres inimaginables, surtout parce que les Mongols exterminent systématiquement dans les premières décennies, en Chine comme en islam, mais bien plus longtemps en islam qu'en Chine. C'est un choc considérable parce que la résistance morale de l'islam, et ça, les textes d'Ibn al-Asir en témoignent, s'effondre dans des proportions et de façon inouïe. Hein. Je cite au début de mon livre un texte qui est assez connu, je ne suis pas du tout le premier à le traduire. Je l'ai retraduit, enfin, j'ai un peu élargi la traduction par rapport à ce qu'on traduit d'habitude, où, bon, en particulier, je prends cet exemple-là parce que c'est le plus spectaculaire. Ibn al-Asir dit je sais qu'on va me traiter de menteur, mais je vous assure que c'est vrai. Entre autres histoires absolument invraisemblables, celle de ce musulman qui est capturé par un Mongol qui n'a pas d'armes sur lui. Et donc, il ne peut pas le tuer parce qu'il n'a pas d'armes sur lui. Donc, il lui dit couche-toi par terre et ne bouge pas. Je reviens. Donc, l'autre se couche par terre, ne bouge pas, et l'autre revient avec une épée et le tue. C'était extraordinaire. Ibn al-Asir cite l'exemple d'un seul cavalier tatar qui entre dans un village et qui tue les uns après les autres tous les hommes qui se trouvent en face de lui, et personne n'ose réagir. Hein, tous tendent le cou quasiment à l'égorgement. Je veux dire, il y a un effondrement. Alors là, vous êtes évidemment après 15 ans de défaite ininterrompue des armées musulmanes face aux Mongols, et vous êtes en face de sédentaires, hein, bien sûr, hein, de populations qui n'ont pas l'habitude des armes ni de la pratique de la guerre. Mais tout de même, cet effondrement face à des forces aussi minces, hein, numériquement aussi minces que celles des Mongols, est tout à
tout à fait étonnante, mais peut-être que d'ailleurs que Laurent n'en sera pas surpris et qu'il en trouvera d'autres exemples dans l'histoire des guerres qu'il connaît si bien, et d'autres peut-être aussi. Hein. Voilà, donc c'est tout ça, bien sûr, a joué dans le choc mongol, mais plus important peut-être encore, hein, si j'ose dire, parce que les massacres tout de même, les exterminations ont été très douloureusement ressenties, plus important encore le fait que la branche de la descendance de Gengis Khan qui l'emporte après 1250 choisit la Chine, en quelque sorte, installe sa capitale de fait à Pékin, se convertit au bouddhisme, mais plus largement manifeste sa fascination pour la Chine et donc son mépris, parce qu'on n'a qu'une seule fascination hein, quand on est barbare et pour une seule grande civilisation, et donc manifeste son mépris pour l'islam, en quelque sorte. Hein. Et donc, Bagdad est anéanti en 1258, sa population est exterminée, d'ailleurs comme celle d'Alep 2 ans plus tard, en 1260, c'est moins connu, par la volonté d'une dynastie mongole chinoise. Ce n'est pas une invasion barbare que la prise de Bagdad et l'extermination de sa population et l'extermination de la famille du califat abbasside, c'est une dynastie chinoise, celle des Yuan. Hein, c'est Kubilai Khan, hein, le premier, on peut dire, le fondateur de la dynastie Yuan, mongole chinoise, qui décide que cette capitale qui prétend à une domination universelle, qui est Bagdad, hein, est une insulte à la seule domination universelle qui existe, hein, ou qui doit exister, qui est celle de l'empire mongol chinois. Hein. Toute la moitié orientale de l'islam passe jusqu'à l'Euphrate sous la domination d'un pouvoir non musulman, évidemment pour la première fois depuis les origines de l'islam, au moins jusqu'à la conversion du maître mongol de l'Iran à l'islam en 1295, mais en fait cette conversion ne sera jamais reconnue à l'ouest de l'Euphrate. Et le signe le plus manifeste de la coupure qui s'établit alors entre l'Est et l'Ouest du monde musulman, où l'Est continue de régner les descendants des Mongols jusqu'à Tamerlan, hein, qui se réclament de Gengis Khan encore. Le signe le plus manifeste de cette coupure, c'est la langue, hein, puisque désormais, la chose était déjà en cours, mais désormais, le persan règne en maître à l'Est de l'Euphrate et l'arabe est conservé à l'ouest, c'est-à-dire que quand il rencontre Tamerlan en 1401 à Damas, Ibn Khaldoun a besoin d'un interprète. Bien entendu, Tamerlan ne parle pas l'arabe, il parle le turc et le persan, son turc à lui, bien sûr, et le persan, et Ibn Khaldoun ne parle que l'arabe, bien sûr. Donc, l'Empire passe au Caire, hein, qui devient l'arche de Noé dans le déluge qui a anéanti l'islam classique. Et enfin, la troisième et dernière bipartition est je dirais, entre deux historiens. Hein. Je raconte deux fois, en réalité, la même histoire dans ce livre, mais je la raconte vue par deux historiens, deux situations historiques peut-être. Hein. Le premier historien, parce qu'il introduit le sens, hein, bien qu'il soit chronologiquement postérieur, c'est Ibn Khaldoun, qui écrit à la fin du XIVe siècle, dans un empire kérote, rabougri, un empire qui se réduit à l'Égypte et à la Syrie, hein, c'est à peu près tout ce qui reste, un empire menacé encore par les poussées mongoles venues de l'est de l'Euphrate, d'à l'est de l'Euphrate, un empire déplacé, Bagdad et Ispahan ont disparu dans la tourmente, mais un empire rétabli même sur des bases restreintes. Voilà, Bagdad et Ispahan sont toujours aux mains des descendants des Mongols, et comme je vous l'ai dit, ils seront anéantis une deuxième fois l'un et l'autre par Tamerlan, Ispahan en 1387 et Bagdad en 1401. Mais au regard de la tempête qui ne cesse pas à l'est de l'Euphrate, le Caire est un havre de stabilité et donc un havre d'intelligibilité. C'est ça qui m'a intéressé en tant qu'historien, c'est que c'est parce qu'on a retrouvé une forme de stabilité qu'on peut raconter une histoire tragique, hein, mais qu'on peut en faire une histoire qui a un sens, parce qu'on est toujours là, malgré tout, et qu'on peut affirmer un sens. Hein. C'est cette stabilité kérote qui permet à Ibn Khaldoun de donner sens à la tempête passée. Alors, quel sens
les historiens antérieurs contemporains de la tempête, comme Ibn al-Asir, avaient bien vu que les croisades venaient de l'ouest et les Mongols venant de l'est, et qu'ensemble, ils dessinaient un étau potentiellement mortel pour l'islam. Jusque-là, Ibn Khaldoun n'ajoute rien. Ce que Ibn Khaldoun ajoute, c'est deux choses, une petite et une grande. La petite chose, c'est qu'il y a une troisième branche des croisades, une troisième branche d'invasion que personne n'a vue ou n'a assimilée aux deux autres. Il y a une troisième branche de l'agression, ce sont les Berbères au Maghreb, les Almoravides et les Almohades, qui occupent le Maghreb et l'Espagne. Ça, c'est une petite... Bon, ils sont trois plutôt que deux, bien sûr. Mais surtout, ce qu'il comprend, grâce à une chronologie très serrée, trop serrée, même il truque un peu les dates, à vrai dire, mais enfin bon, ça n'a pas beaucoup d'importance. Ibn Khaldoun note que ces trois invasions, les Berbères, les Francs, les Turcs, mongols, sont contemporaines, absolument contemporaines. Que leur début coïncide en une seule décennie, entre 1055, la prise de Bagdad par les Turcs, 1060, la première attaque des Francs contre la Sicile, et 1062, la création de Marrakech par les Almoravides. Donc en 10 ans, ils sont là tous les trois, et en même temps. Et donc, la conclusion naturelle, c'est que ces invasions sont déterminées par l'effondrement de l'Empire islamique, bien sûr, et non pas initiées par chacun des agresseurs. Parce que si chacun des agresseurs initiait selon les rythmes de sa propre histoire cette invasion, une invasion, ces invasions ne seraient pas aussi clairement concomitantes, aussi nettement coïncidentes. Pour qu'elles aient coïncidé à ce point, il faut qu'elles aient trouvé un point commun, et le seul point commun, c'est leur victime, c'est-à-dire l'effondrement de l'Empire islamique. Et donc, ce que dit Ibn Khaldoun, c'est tout simple, c'est qu'au milieu du XIe siècle, s'arrête l'histoire qui a commencé avec Mohammed au milieu du 7e siècle. Voilà. Et que les Francs, les Turcs, les Berbères n'ont fait que sanctionner, tout simplement. Donc les barbares sont une part de la sanction de l'effondrement de l'Empire islamique. Et en ce sens seulement, ces trois invasions sont des invasions barbares. Ibn Khaldoun raisonne à propos de ces invasions exactement comme nous raisonnons à propos des invasions qui ont frappé l'Empire romain au 5e, 6e siècle. Nous ne nous préoccupons en général pas beaucoup de ce qui a poussé les Burgondes, les Francs, les Vandales et quelques autres à se précipiter sur l'Empire romain. Nous nous préoccupons des faiblesses de l'Empire romain qui ont déterminé ces invasions barbares. Et il fait le même raisonnement, sauf qu'il avait 6 siècles d'avance, bien entendu, il fait le même raisonnement à propos de l'Empire islamique. Les invasions barbares n'ont de sens que parce que l'Empire islamique s'est effondré. Voilà. Les explications d'Ibn Khaldoun sont généralement lumineuses. Le problème de l'histoire qu'il écrit, c'est qu'elle est théoriquement, terriblement théorique et terriblement froide, en quelque sorte. C'est une histoire sans personnages saillants, parce que les personnages ne comptent pas pour Ibn Khaldoun. C'est une histoire sans figure. Ce sont des forces sociales ou ethniques qui agissent. Il n'y a pas de portrait. Vous seriez incapable de faire un portrait de Saladin d'après ce que Ibn Khaldoun en dit. Tout simplement parce que Saladin, ça n'est qu'une force. Et même, disons-le, une petite force pour Ibn Khaldoun. C'est un petit roi avec des moyens militaires très limités, en fait. L'histoire d'Ibn al-Asir, c'est juste le contraire. Elle est chargée d'événements, elle est chargée de rebondissements, elle est chargée de coups de théâtre, elle est chargée de personnages. Nur ad-Din, Saladin. Ibn al-Asir a vécu au cœur de la tempête. Il meurt en 1233 alors que les Mongols, je vous l'ai dit, sont à quelques dizaines de kilomètres de Mossoul où il vit. Donc il meurt dans l'angoisse, littéralement. Il est inéluctablement privé du sens qui apparaîtra un siècle et demi plus tard si clairement à Ibn Khaldoun, dans une stabilité impériale retrouvée. Et voilà. Je termine enfin avec une comparaison entre Ibn al-Asir et Ibn Khaldoun et Machiavel. Et Machiavel, parce qu'il me semble que Machiavel est entre les deux, en quelque sorte, entre les deux historiens
Alors, si vous considérez l'ensemble de l'œuvre de Machiavel qui vient d'être relue par Fournel et Zancarini dans un très bon livre qui a paru aussi à Passé Composé et qui avait été relu auparavant par Patrick Boucheron, mais la comparaison entre Ibn Khaldoun et Machiavel, d'abord, nous avions essayé de la mener avec Patrick Boucheron il y a déjà bien longtemps, avec une bonne douzaine d'années. Qu'est-ce que j'irai très, très, très rapidement, parce que là, il faut en finir, je vais vous laisser la parole. D'abord, ce qu'il lit. Alors, il y a une chose qui est particulièrement claire chez l'un et chez l'autre. Si vous examinez en particulier le Machiavel du commentaire sur la 10e décade de Tite-Live, c'est l'importance de la guerre. C'est que c'est la guerre qui fait l'histoire, fondamentalement. Alors, c'est la guerre qui fait l'histoire et pas l'argent. Ils ont tous les deux le même mépris pour les activités, enfin, pour les capacités politiques des activités sédentaires. Je crois qu'au contraire, Ibn Khaldoun est très intéressé par les activités sédentaires. Il pense que l'État est fait fondamentalement pour stimuler la prospérité, mais en revanche, le maintien de l'État, la tête de l'État, le gouvernement de l'État appartient aux gens de guerre. Et l'État se gagne, se maintient ou se défend par la guerre. Et ils disent tous les deux la même chose. Dès lors qu'on essaye de défendre l'État par les voies de la sédentarité, en particulier par les voies des finances et de l'achat de mercenaires, l'État s'effondre. Je veux dire, et Machiavel le dit pour les condottieri, évidemment, dont il est quasiment contemporain, et Ibn Khaldoun le dit pour tous ceux, puisque c'est pour lui une évolution inévitable des dynasties, qui, à la fin des dynasties, remplacent le service de la guerre par l'argent et s'effondrent. La grande différence, parmi les grandes différences, c'est que Machiavel voit des peuples, en particulier dans le commentaire de Tite-Live, son commentaire porte fondamentalement sur la Deuxième Guerre punique, c'est-à-dire sur la guerre d'Hannibal et de Rome. Et il dit, Rome s'en est tirée avec moins de génie, avec des généraux qui avaient infiniment moins de génie qu'Hannibal, mais elle s'en est tirée parce que Rome est un peuple qui a réussi à résister à une armée victorieuse. Un peu, alors lui utilise la métaphore la comparaison, Machiavel j'entends, avec la France de la guerre de 100 ans. Il dit la France de la guerre de 100 ans, c'est pareil. Charles VII a réussi. Les Français ont perdu toutes les batailles, mais ils ont gagné la guerre par le fait que l'énormité du royaume de France a permis une résistance centrale qui a fini par triompher, par user les armées anglaises et par en triompher. Alors je ne sais pas si Laurent avancerait l'exemple de la Russie ou de l'URSS face à Hitler, mais c'est quelque chose comme ça aussi, bien sûr. Bon. Au contraire, pour Ibn Khaldoun, les vainqueurs des guerres et les fondateurs des États sont des ethnies, ce qui n'a rien à voir avec les peuples. Ce sont d'infimes minorités qui l'emportent sur la grande majorité des armées, physiquement et moralement désarmées, des populations sédentaires, impériales. Les sociétés impériales sont désarmées pour leur bien, si j'ose dire, par et pour l'impôt, et c'est grâce à l'impôt que c'est là qu'Ibn Khaldoun, en tout cas sous un certain aspect, dépasse très 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 largement Machiavel, bien sûr, parce que son analyse n'est pas seulement politique, elle est sociologique, elle fait la place à l'économie et à la société dans la définition de l'État, mais c'est une différence considérable. Machiavel a le projet de réarmer l'Italie. Ibn Khaldoun, s'il avait connu l'Italie et Machiavel, aurait éclaté de rire. On ne réarme pas les sédentaires. C'est fichu. Une fois que vous avez désarmé un peuple, c'est fichu. Vous ne réussirez jamais à le réarmer. Vous voyez que ma voix monte, c'est parce que je pense qu'il y a là quelques points communs avec notre propre situation. Bref, voilà. En revanche, le Machiavel du prince est très proche
d'Ibn al-Nasir. Parce que dans Le Prince, Machiavel oublie tous les principes qu'il a posés à propos de la grande mobilisation du peuple qui doit reconstituer l'Italie et Rome, parce que c'est Rome qui veut reconstituer à travers l'Italie, et il se retrouve, Machiavel l'italien, c'est-à-dire qu'il choisit pour héros un homme qui n'a aucun appui populaire, aucun, c'est-à-dire César Borgia, mais qui a une remarquable capacité à manœuvrer. Et c'est exactement cette capacité de manœuvre chez les grands personnages de l'histoire que Ibn al-Nasir recherche. Hein. Ce qu'il recherche chez Nur ad-Din, le maître de Saladin, le premier maître de Saladin, ce qu'il recherche chez Saladin, ce qu'il trouve moins d'ailleurs que chez Nur ad-Din, et surtout ce qu'il recherche chez un personnage moins connu que Saladin, qui est le frère de Saladin, Al-Adil, qui sera le véritable fondateur de la dynastie Ayoubide, de la dynastie de Saladin, c'est cette extraordinaire habileté tactique, cette extraordinaire capacité à manier l'échiquier et manier les pièces sur l'échiquier lorsque les forces sont faibles, en effet, hein, lorsque les barbares sont loin, hein, lorsqu'on est entre gens civilisés, lorsqu'on joue aux échecs entre gens civilisés. Tout ça est balayé, hein, bien sûr. L'échiquier italien de Machiavel est balayé par les Français et les Espagnols surtout, hein, qui sont beaucoup plus bédouins, en quelque sorte, au sens stralbounien du terme, que les Français. Et bien sûr, l'échiquier de Machiavel est balayé par les Mongols, hein, tout simplement. Hein. Voilà. En gros, ce que vous allez trouver si jamais vous lisez ce livre. Voilà. Merci beaucoup. Je vous passe tout de suite la parole. Vous levez la main, vous vous signalez dès que vous voulez poser une question. Je vous en prie. Oui, je me trompais. Merci. En vous écoutant, on se sent cultivé et intelligent. C'est un monde que j'ignore pratiquement, sauf la seule culture que j'ai, c'est celle de votre dernier livre que j'ai eu l'occasion de lire et d'écouter à votre réunion de la Mare il y a des années. Donc je suis complètement un peu néophyte. J'ai une question quand même qui va peut-être vous paraître un peu infantile, je ne sais pas. Vous parliez des invasions barbares de l'Empire romain, c'était tout à fait intéressant ce parallèle. On ne voit de raison à la réussite du barbare que dans son propre monde, pas dans le sien. Mais quand même, ces invasions en Europe ont une influence extrêmement forte. Les Visigoths, les Francs, les Burgondes, tout ça, ça a fait le pays. Qu'est-ce qu'il est resté des croisades dans cette terre d'islam? Je réponds, hein, d'accord. Oui, vous répondez tout de suite dès que vous voulez, bien sûr. Des croisades, il est resté, comme le disait Al-Ashraf, le fameux neveu de Saladin dont je vous parlais, il est resté fondamentalement la reconquête d'un certain nombre de terres par l'Occident, la maîtrise de la Méditerranée par l'Occident, hein, qui est complète dès la fin du XIIe siècle. Et c'est en cela que le projet de reconquête de l'Empire romain peut être assimilé d'ailleurs au XIXe siècle. On est plus proche de l'intervention de l'interprétation d'Ibn Khaldoun qu'on ne l'est au XXe siècle. C'est au XXe siècle, hein, qu'on met en avant surtout l'aspect religieux des croisades, qui est absolument indiscutable et indéniable et très intéressant. Au XIXe siècle, on met plutôt en avant que grâce aux croisades, l'Occident a réussi à reconquérir une part importante de l'héritage gréco-romain, à la fois l'héritage intellectuel des sciences grecques en particulier, et la Méditerranée, grâce au réseau que les cités italiennes réinstallent sur l'ensemble de l'arc méditerranéen. Voilà, ce sont des conquêtes. Et puis l'Espagne et la Sicile, bien sûr. Alors, ce sont des conquêtes, et dont il faudrait ajouter Chypre. Un certain nombre d'îles. Vous voyez que c'est d'abord la reconquête de la Méditerranée. Hein. Toutes les îles de la Méditerranée repassent entre les mains occidentales, les Baléares, la Sicile, la Sardaigne et la Corse ne l'avaient jamais quitté, la Crète,
qui passe entre les mains des Italiens après 1204, Chypre qui est conquise par les Anglais en 1191. Toutes les îles de la Méditerranée, au milieu du XIIIe siècle, sont entre les mains des Occidentaux. Voilà, les gains territoriaux sont très minces. En revanche, du côté mongol, du côté de l'Est de la Méditerranée, alors là, c'est un bouleversement total, bien sûr. Hein. C'est-à-dire, en particulier, un bouleversement linguistique et civilisationnel, hein, qui donne aux Persans et à une littérature, à une histoire persane le premier rôle, au détriment de l'histoire de l'islam telle que les Arabes l'avaient jusque-là racontée. Hein. Donc là, c'est colossal. Surtout si vous pensez que cet Est va s'accroître de l'Inde à partir du milieu du XIIIe siècle, enfin du début du XIIIe siècle. Hein. Delhi est conquise en 1193 et les musulmans atteignent le Bengale, c'est-à-dire l'autre extrémité de la vallée du Gange, hein, à la fin du XIIIe siècle. Donc ce monde-là, ce monde islamique-là va parler persan. Enfin, non, il va écrire persan. Hein, voilà. Et il va écrire persan jusqu'à l'anglais. Hein, l'anglais a pris exactement la suite du persan dans l'empire indien, hein, dans l'empire islamique des Indes. Voilà. Donc là, le changement est considérable. Hein, lorsque Ibn Khaldoun rencontre Tamerlan, Tamerlan lui dit « Qu'est-ce que tu penses de Minouché ?» Et probablement, Ibn Khaldoun n'a jamais entendu parler de Minouché, qui est un héros de Ferdowsi, enfin, du livre des rois de Ferdowsi, dans un texte persan, du texte dont on dit qu'il fonde la littérature persane contemporaine. Et Ibn Khaldoun lui dit oui, enfin bon, oui, on dit que c'est un... Bon, enfin, il est complètement noyé. Hein, il ne partage pas la même culture. Oui, pour rebondir, comme on dit, avant que Jean-Marie ne prenne la parole, vous dites dans votre livre que l'attitude des Francs en Orient a étonné certains historiens, je ne sais pas lequel d'ailleurs, parce qu'ils ne se convertissaient pas à la religion musulmane. Et vous dites que ce n'est pas justement conforme à la logique de l'histoire dans l'Empire islamique, que ceux qui arrivent se convertissent. Ah, c'est le cas de Tamerlan et de bien d'autres, beaucoup de Turcs, de tribus turques, qui se convertissent à l'islam. De même qu'en Occident, les fameux barbares se sont également convertis. Ils ont adopté les mœurs, la religion, les idées de ceux qu'ils avaient conquis. Donc, il y a là un sujet d'étonnement, et vous dites que les croisés, les Francs, arrivaient avec derrière eux et avec eux un bloc de civilisation qui était déjà constitué. C'était pas une vraie assabiya, c'était pas de vrais bédouins. Parce que les vrais bédouins, ils ont rien, quoi. Ils ont leurs armes, leur courage, leur volonté d'en découdre, c'est tout. Les Francs arrivaient avec leur religion, leurs mœurs, toute une civilisation. Et ça, c'était nouveau, en fait. Et ça dérange le schéma d'Ibn Khaldoun, selon lequel les Bédouins, la Sabiya, prend la direction de l'Empire et adopte ses mœurs en déléguant la violence à une minorité militaire. Bon, là, ça ne se passe pas comme ça du tout. Bravo, Bertrand, vous avez tout compris. J'essaie, non, tu as compris. Bien sûr. Oui, c'est ça. Mais c'est la même chose pour les Mongols, pendant un certain temps en tout cas. Oui, pardon ? C'est la même chose pour les Mongols, pendant un certain temps en tout cas. C'est-à-dire, l'islam est assailli par trois forces, d'où le fait que les Berbères sont longtemps passés inaperçus, c'est-à-dire que les Berbères, eux, se comportent normalement. Ils se convertissent, ils prennent le pouvoir politique,
Il se range à la civilisation dominante, ce qui est la norme des invasions barbares dans les empires, pas seulement dans l'Empire islamique. Ça a été le cas dans l'Empire romain, ça a été le cas, j'allais dire 20 fois dans l'Empire chinois, entre l'époque des Han et l'époque des Qin, enfin de la dernière dynastie mandchoue. Les Qin eux-mêmes, même s'ils se sont efforcés de maintenir la barrière entre mandchous et chinois, se sont évidemment totalement immergés dans la civilisation chinoise. Ce qui se passe entre XIe et XIIIe siècle est grave parce que ni les Francs, ni les Mongols, dans un premier temps, n'entendent se convertir. Et pourquoi ils n'entendent pas se convertir? C'est exactement ce que vous avez dit. C'est parce qu'ils ont, les uns et les autres, mais surtout les Francs, c'est vrai, un bagage de civilisation, une fascination. Moi, j'utilise le terme de fascination, une fascination pour le passé romain et chrétien, et pour la présence, pour l'existence du christianisme, évidemment, qui leur interdit de voir autre chose. Ils ne voient pas, eux, l'islam. Je veux dire que c'est pas la peine d'essayer de leur parler des beautés de la civilisation islamique. Ils n'y seront pas sensibles parce qu'ils sont déjà trop sensibles au bagage qu'ils portent, comme vous le dites, c'est-à-dire l'héritage de Rome et l'héritage et le patrimoine chrétien. Mais ce qui est grave, dans un premier temps, en tout cas chez les Mongols, c'est pareil. Simplement, c'est la Chine qui les fascine. Et c'est ça qui est grave. C'est là qui est le plus grave. Jean-Marie avait levé la main, puis Laurent après. Jean-Marie. Micro, Jean-Marie. Voilà, est-ce que vous m'entendez? Oui. Très bien. Oui, j'ai été tout à fait passionné par ce que vous avez raconté et j'ai notamment un regret. Il se trouve que j'enseigne l'histoire géo en lycée et en seconde, on parle naturellement des croisades. On ne dit quasiment jamais un mot des Mongols. Et de tous les programmes de lycée, c'est un monde qui n'existe pas. Et c'est absolument tragique parce que ça me paraît un oubli absolument colossal. Pour la compréhension du Proche-Orient médiéval et pour la culture générale de nos chères têtes blondes également. Il y a une chose, alors peut-être Laurent Héninger pourra réagir, soit pour démentir, soit pour approuver. Vous avez parlé tout à l'heure des peuples qui se soumettent à une minorité qui est pourtant peu armée. Est-ce qu'on ne peut pas évoquer aussi, comparer cela avec le cas des populations d'Amérique latine face aux invasions espagnoles? Parce que les Espagnols sont finalement extrêmement peu nombreux, que les renforts, si renforts il y a, sont très loin, et qu'on a le sentiment quand même qu'on a face à eux des forces considérables qui pourraient être à même peut-être de renverser la vapeur. Mais je pense que Laurent Héninger pourra répondre de manière beaucoup plus sérieuse que moi là-dessus. Il y a un élément que j'aimerais évoquer avec vous, si vous le permettez. Vous avez évoqué donc ces trois forces qui convergent. Il y a un moment peut-être un peu particulier, c'est quand même peut-être les contacts que le pouvoir mongol tente d'avoir avec les croisés ou avec le monde franc, un monde franc qui est déjà très en retrait. Je pense notamment à quelqu'un qui, en quelque sorte, redevient, entre guillemets, un petit peu populaire. On en parle dans plusieurs livres, notamment Romain Bertrand en a parlé dans son livre sur ce qu'il appelle les grandes découvertes. C'est la mission confiée à un moine mongol nestorien de partir en Occident pour tenter de négocier, si j'ai bien compris, une alliance en vue d'une attaque en Palestine et en Égypte. Et il tombe d'ailleurs, si j'ai bien compris, sur des Francs qui sont très sympathiques, mais qui ne trouvent absolument aucun intérêt à aller prêter main forte aux Mongols. Comment est-ce que vous analysez cet épisode de cette ambassade mongole, puisque on a des chrétiens mongols, on a des chrétiens chinois même, qui tout d'un coup rentrent dans la danse et voilà, sur cet épisode. Et comment est-ce que vous l'analysez, si je puis me permettre?
Alors, ici, la grande machine d'Ibn Khaldoun va se remettre en marche, évidemment, c'est inévitable. D'abord, sur la conquête de l'Amérique, oui, on peut tenter une analyse khaldounienne de l'Amérique. Elle nous dit quelque chose. Alors là je ne sais pas si tout le monde sera d'accord, et Laurent en particulier. Elle nous dit quelque chose, très probablement, hein, la conquête que Cortés a réalisée au Mexique, hein, parce que c'est ça. Le reste n'est pas, disons, est moins problématique, encore que la conquête de Pizarro au Pérou soit probablement relève des mêmes tendances. C'est que pour que la conquête de Cortés réussisse, malgré Tlaxcala et l'appui qu'il a pu recevoir auprès d'autres cités indiennes, il faut d'abord qu'un mécanisme impérial se soit mise en place peu à peu, c'est-à-dire que les populations centrales du centre et du sud du Mexique, qui formaient le bloc le plus important des populations de l'Empire aztèque, aient été très largement désarmées. Je vous rappelle un chiffre, hein, alors on a dit tout et n'importe quoi à propos de la population d'Amérique, hein, au début du XVIe siècle. On en est arrivé, après des exagérations monstrueuses, à une 50aine de millions d'habitants pour l'ensemble du continent américain, ce qui est peut-être déjà beaucoup au début du XVIe siècle. Le Mexique, c'est-à-dire l'Empire aztèque, hein, c'est-à-dire non même pas tout le Mexique, hein, mais le centre, le sud du Mexique, Guatemala et un peu du Salvador et du Honduras, en représentait le tiers, 17 millions, franchement. C'est colossal, hein. De loin, la masse principale de la population des Amériques est là. Et là, et probablement, vous avez tout à fait raison, en train de se constituer un empire. Ce qui permet à des gens très peu nombreux de l'emporter parce que l'empire a très largement commencé à désarmer les populations, tout simplement, hein. Et ça, c'est un phénomène très khaldounien, hein, très éminemment khaldounien. Le deuxième point, non moins khaldounien, après leur échec à Ain Jalut, effectivement, face aux Mamelouks, leur première défaite face aux Mamelouks en 1260, les Mongols essayent, ceux qui n'avaient pas essayé auparavant, parce qu'ils sont désormais en position de relative faiblesse, de faire alliance, en effet, avec les Francs du littoral de la Syrie-Palestine et aussi avec le grand roi d'outre-mer, c'est-à-dire Saint-Louis et ses descendants. Bon, qu'est-ce qu'il faut en dire? Non, les Francs sont intéressés, bien sûr. Les Mongols le sont aussi jusque vers 1300. Il est difficile simplement de conjuguer les deux offensives, mais le point décisif, surtout, c'est que l'Empire mongol est en voie de sédentarisation rapide. C'est-à-dire que ses forces militaires diminuent très rapidement. Hein, et voilà, le tranchant des offensives mongoles baisse très nettement entre 1260 et 1300. Il y a 3 batailles entre 1260 et 1300 entre Mongols et Mamelouks, et les Mongols en perdent une d'extrême justesse à Ain Jalut parce que une grande partie de leur armée est retournée vers Karakorum, où la succession du Grand Khan est en jeu. Ils perdent la deuxième beaucoup plus nettement à Homs en 1281 et ils gagnent la troisième, mais ça n'a plus aucune importance. Hein, je veux dire, ils gagnent la troisième de nouveau à Homs en 1301 et ça n'a plus aucune importance. Ils n'ont plus de capacité, tout simplement, d'offensive, hein, et d'occupation. Hein, après leur victoire, ils se retirent tout simplement au-delà de l'Euphrate, c'est-à-dire que les Mongols se sont territorialisés, ils se sont sédentarisés, tout simplement. Et en fait, les Francs, alors les Francs sont liquidés sur le littoral de Syrie-Palestine par Baybars et Kalaoun, enfin son acolyte et son successeur. Ils sont liquidés fondamentalement parce qu'on craint leur alliance avec les Mongols, justement. Hein. On les aurait laissés vivre parce qu'ils étaient si peu de choses. Mais on craint justement que, d'abord, ils ne servent comme toujours, de point d'appui à des armées venues d'Europe occidentale, et on craint qu'ils ne servent, comme les Arméniens le font beaucoup plus systématiquement, hein, qu'ils ne servent de relais aux Mongols. Merci. Alors, Laurent, s'il vous plaît. Merci. Alors, je ne sais pas si je pourrais, mais j'ai 3 questions. Bonjour Laurent. Oui, bien sûr. Enfin, au bord, je sais pas. 3
trois questions. Donc la première, il y a pas mal de fois, j'ai lu sous la plume de tel ou tel historien, je n'ai plus aucun souvenir précis, que cette chute, ce sac de Bagdad, pouvait être considéré comme le début de la fin, le début de la décadence du monde islamique, etc. Qu'est-ce que vous pensez de cette affirmation ? Je réponds tout de suite. Oui, allez. Alors non, vous avez raison. Hein. Enfin, vous avez raison de mettre l'accent sur ce point. Lorsque j'étais jeune, il y a longtemps, on arrêtait là, en 1258, on arrêtait là l'histoire de l'islam classique. Et on considérait qu'effectivement, ce qui suivait était une ressucée une même sauce dans de vieilles outres, et que finalement l'Empire ottoman, l'Empire séfévide d'Iran et même l'Empire moghol des Indes n'avaient guère apporté à l'histoire de l'humanité, en quelque sorte, puisque c'est dans ces termes qu'on pensait encore, hein, fondamentalement. Je vous rappelle que si vous prenez un auteur comme Cara Devaux, qui écrit dans les années 1920, il doit finir dans les années 1920, ces penseurs de l'islam, hein, plusieurs tomes sur l'histoire de la pensée dans le monde islamique, pratiquement, vous arrêtez au monde arabe. Il n'y a pas de penseur au-delà de 1258. Un des derniers, c'est Nassereddin Tousi, le grand astronome, qui d'origine persane, bien sûr, et qui est justement, qui se rend, qui sera l'astronome de Nagou, le destructeur de Bagdad, parce qu'il se rend, c'est l'ancien vizir de la secte des assassins, il se rend à temps pour sauver sa peau, hein, j'entends. Voilà, alors on a tendu, pour des raisons idéologiques sympathiques, mais qu'il ne faut pas nécessairement conforter, hein, on a tendu à menuiser cette date de 1258 pour renforcer au contraire la coupure du XIe siècle dont je vous parlais, et dire que c'est plutôt là, l'invasion des Turcs, que les choses importantes se passent, et qu'après il y a un long Moyen-Âge, et puis qu'après il y a de nouveau quelque chose de très brillant, en l'occurrence l'Empire ottoman, l'Empire moghol, l'Empire séfévide, etc. Il y a un art en particulier très, très brillant. Voilà, moi je n'ai pas d'opinion sur le sujet, à vrai dire, ce sont des débats idéologiques dont je vois bien les enjeux, mais je ne pense pas qu'il soit nécessaire de choisir. Ibn Khaldoun, prenons Ibn Khaldoun, dit les deux, mais il dit pour 1258, voilà, l'histoire de l'islam s'arrête là. L'histoire de l'islam que Mohammed a fondée s'arrête là. Et d'ailleurs, le philosophe Al-Kindi a dit très curieusement, dit-il, dans une de ses dans son commentaire du Coran, disait dans son commentaire du Coran que l'islam durerait 666 ans. Vous avez compris, c'est la bête de l'Apocalypse, hein, bien sûr, hein, et ça a duré 656, car la chute de Bagdad, c'est l'an 656 de l'islam. Et donc voilà, bon, c'est fini, dit Ibn Khaldoun, mais c'est pas fini parce que les Turcs ont recommencé. Alors, ce sont désormais les Turcs qui sont en charge de l'islam, mais ils ont recommencé à constituer un pouvoir. Il y a même un calife de nouveau au Caire, etc. Donc c'est fini, mais c'est pas tout à fait fini. C'était la fin d'un monde, mais c'est pas tout à fait la fin du monde, comme on l'aurait cru dans des siècles antérieurs, pour lesquels la fin du califat aurait signifié la fin du monde. Certains, si je puis me permettre, certains historiens, idéologues et slavophiles, par exemple, pourraient dire qu'on pourrait faire une comparaison sans doute superficielle entre la prise de Byzance par les croisés en 1204. Alors Byzance revient quelques décennies plus tard, mais elle sera plus jamais la même. En revanche, le flambeau du christianisme orthodoxe sera pris par la troisième Rome, Moscou. Bon, mais ça, c'est un discours qu'on laissera à Eisenstein. Voilà, je vois qu'on a les mêmes références. Voilà. C'est comme Suivant le terrible, ce film magnifique. Bref. Voilà. Oui, les deux autres points, c'est sur la question de la comparaison avec la conquête espagnole. C'est tout à fait intéressant. Je pense que la comparaison doit être faite.
je pense que toute comparaison presque est intéressante à la base, même si à la fin on constate que en fait c'est très différent. Alors il y aurait, oui, des points tout à fait similaires ou avec ce qui s'est passé aux Amériques, mais cette conquête des Amériques a quand même ses spécificités. Hein. D'une part, le fait qu'on sait maintenant que ce soit face à l'Empire Inca ou à l'Empire Aztèque, et d'ailleurs ça se retrouvera au XIXe siècle dans les grandes plaines avec les Américains, ces conquêtes n'auraient jamais été possibles sans l'aide massive de pans entiers des populations locales, ou en tout cas de certains, pas forcément des populations au sens des petites gens, mais de pouvoirs locaux, hein, qui étaient auparavant inféodés qui aux Aztèques, qui aux Incas, qui aux Sioux, et qui ont profité de l'arrivée d'étrangers pour s'allier avec les étrangers. Ça a été massif cette participation. Ça, tous les travaux les plus récents le démontrent de plus en plus. Alors, cela dit, oui, il y a ces élites locales qui ne représentent pas le petit peuple, je l'ai dit, mais c'est là que ça nous amène sur mon troisième point. Vous avez tout à fait eu raison de souligner que ces populations étaient désarmées. Ça, c'est fondamental. Elles étaient non seulement désarmées, mais elles étaient déresponsabilisées. Elles n'étaient plus. C'était des quasi. C'était, appelons-le comme on veut, des cerfs, des ilotes, des fellahs, que sais-je. Mais ils n'avaient plus aucune. Ils n'étaient pas partie prenante dans l'élaboration de la politique de l'État et même de l'État tout court. Voilà. Et ça, c'est quelque chose pour moi de fondamental à travers l'histoire, et c'est pour ça que ce que dit Khaldoun m'intéresse vraiment beaucoup. Il va falloir que je le lise, parce que bon, j'avais lu. C'est la peine que vous lisez, faites-moi confiance. Non, mais j'avais lu ce que vous disiez de lui dans votre précédent bouquin. Je m'étais déjà dit la même chose, mais là, je crois qu'il va falloir que j'arrête de tergiverser et que je lise, parce que ça me semble vraiment fondamental. Cette question du peuple armé, elle est effectivement centrale. Alors, je mettrai un petit bémol sur sa question du nomadisme. Ça fonctionnait peut-être à son époque. Aujourd'hui, ça fonctionne plus. Et effectivement, l'exemple de l'URSS est là, ou même de la Russie en 1812 d'ailleurs. L'exemple français pendant la guerre de 100 ans est tout à fait réel aussi. Le peuple français en avait vraiment marre, les Anglais. Ça, on pourrait discourir là-dessus longtemps, mais c'est vraiment une des dates, un des tournants majeurs dans ce grand processus d'édification de la nation France. Les Français se sont sentis français. Ça, c'est un ennemi d'ailleurs. On se pose en s'opposant toujours. Hein. Mais je crois que par-delà cette question de l'armement d'un peuple, il faut aller plus loin d'un point de vue politique. C'est pas simplement, je l'ai dit rapidement sur les Indiens des Amériques, mais c'est la question de la responsabilisation. Si vous préférez. L'armement n'en étant qu'une de ces manifestations. Tout à fait. Une manifestation très importante, parce qu'en plus, elle a des conséquences physiques immédiates, voire mécaniques même. Mais c'est la question de la responsabilisation. Est-ce que le peuple est partie prenante de l'entité politique à laquelle il appartient ou pas? À le cas, effectivement, il y a faiblesse. Mais sur cette question du nomadisme, oui, je comprends fort bien le raisonnement d'Ibn Khaldoun, il est juste, mais j'ai peur qu'il soit juste uniquement pour son époque. Je ne suis pas certain que ça fonctionne encore. François, peut-être. Après, j'essaie de vous répondre, mais comme je vais dans le même sens que vous, Laurent, oui, c'est peut-être. François, vous vouliez parler, je crois, non? Oui,
c'est pour revenir sur la conquête des Amériques. Je connais pas du tout, très peu le monde aztèque, mais j'ai vécu pas mal au Pérou et je me suis, j'ai découvert l'histoire de cette zone et que les Incas, c'était un tout petit épisode terminal, tout à fait marginal, que les empires se sont succédés pendant 6000 ans. Ce que je trouve intéressant et d'une façon qui ressemble tout à fait. Je me souviens, je vous avais posé la question la dernière fois, vous avez présenté le livre sur Ibn Khaldoun à l'ANA, parce que immédiatement, ça m'avait frappé de voir l'applicabilité de cette théorie que vous nous avez présentée au monde, au moins au monde sud-américain. Et alors, ce qui me paraît, alors je suis tout à fait d'accord avec ces questions de monde pacifié, donc incapable de se battre, etc. Mais il y a un point qui m'a fait un peu, ouvert les yeux, ce qu'a dit Bertrand en citant votre livre, de ce bloc de civilisation qu'avaient les Francs. Quand on regarde la succession des empires péruviens, on va dire au sens large du terme, on est frappé par l'extraordinaire continuité des bases de la civilisation. C'est les mêmes, tout est pareil. C'est pas les mêmes dieux tout à fait, mais ils se ressemblent énormément. C'est les mêmes poteries, c'est les mêmes maisons, c'est les mêmes pyramides, tout est pareil. Et puis brusquement, avec cette poignée d'Espagnols, c'est fini. C'est-à-dire qu'on a fini une succession immense de choses. Et je me dis, effectivement, alors moi, n'y connaissant rien, j'avais observé ça comme ça, hein, comme une poule regarde un moulon, mais en écoutant ce que vous dites, je me dis, ben voilà, c'est ça, c'est que ces gens-là sont arrivés, ne se sont pas convertis, ils ont converti les autres. Absolument. Absolument. Alors voilà, vous m'avez ouvert les yeux. Voilà, non, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Hein. Les Espagnols ont eux aussi, lorsqu'ils arrivent aux Amériques, évidemment, un bloc de civilisation qui est d'ailleurs à peu près le même que celui des croisés et qui est beaucoup trop écrasant pour qu'ils puissent considérer les Indiens autrement que sous le regard ethnologique, finalement, qui naît pratiquement aux Amériques au XVIe siècle, hein, sous le regard des Augustins d'abord, puis des Jésuites à partir de la fin du siècle. Voilà. Et quant à ce que dit Laurent, oui, bien sûr, c'est là qu'il faut, c'est pour ça qu'il faut me lire plutôt que Ibn Khaldoun, Laurent, c'est que j'essaye de prolonger Ibn Khaldoun. C'est-à-dire qu'en effet, pour être honnête, Ibn Khaldoun donne aux nomades une place essentielle dans la définition du bédouin. Mais bédouin ne veut pas dire nomade. Hein. Attention, bédouin veut dire ceux qui ne sont pas sous le contrôle d'un État, qui ne lui payent pas l'impôt, car c'est le paiement de l'impôt qui est décisif, qui est l'humiliation décisive, qui fait le sédentaire, qui fait l'homme soumis. Hein, et qui, le cas échéant, donc le bédouin est l'homme auquel, le cas échéant, l'État fait appel pour lui acheter, pour acquérir auprès de lui la violence dont il a besoin. Donc, à la limite, il ajoute naturellement qu'il y faut une idéologie pour que une invasion barbare se produise. Sinon, la violence est achetée, tout simplement, dans l'ordinaire des temps. Elle est achetée par l'État, hein, tout simplement, auprès des peuples violents des périphéries. Donc, aujourd'hui, un gouvernement latino-américain qui achète un cartel, on n'en est pas tout à fait là, mais enfin, franchement, on n'est pas loin dans certains pays d'Amérique latine, qui achète la violence d'un cartel, qui achète d'abord sa neutralité, puis qui achète qui achètera demain, tout bêtement, sa propre violence, est un gouvernement khaldounien. Hein, je veux dire que un cartel de la drogue latino-américaine, vous voyez, j'essaie de prendre un exemple qui n'est pas français et qui ne se réfère pas à l'islam pour ne pas provoquer de polémiques inutiles, parce que ce n'est pas un phénomène exclusivement islamique. Vous pouvez penser à nos banlieues si vous y tenez, mais en l'occurrence, un cartel latino-américain je veux dire le PCC brésilien, c'est 30 000 hommes.
L'armée brésilienne, c'est combien, Laurent? Je ne sais plus très bien. Enfin, ça doit être 150, 200 000 hommes, hein, quelque chose comme ça. Oui, à tout casser, oui. À tout casser, hein. Donc, vous voyez, on commence à s'approcher du niveau où certaines organisations commencent à détenir des forces militaires assez intéressantes, assez importantes pour intéresser les États, pour intéresser des hommes politiques ou des forces politiques. Voilà. Hein. Donc, les néo-bédouins peuvent exister. Je me souviens de cet article d'Esprit. Parfait, mais effectivement, vous avez raison de faire cette précision entre nomades et bédouins. Mais ce que je constate, c'est que ces bédouins ne sont pas le peuple. Ah non. Ils sont Alors, c'est là que Machiavel et Ibn Khaldoun s'opposent complètement. Pour Ibn Khaldoun, le fait politique est exclusivement entre les mains d'infimes minorités. Et il n'y a pas d'espoir de rétablir la vigueur de la majorité dès lors que cette majorité s'est soumise à l'État et à l'impôt, et surtout qu'elle y est soumise depuis des siècles. Pour Machiavel, mais tout spontanément, hein, chez Ibn Khaldoun, c'est complètement spontané, il n'imagine pas ça, tout simplement, et pour Machiavel, c'est non moins spontanément le contraire. Je veux dire qu'il voit fondamentalement des peuples, et il n'imagine pas les tribus, il n'imagine pas les bédouins. Alors, le problème, c'est que je crois que nous sommes davantage, nous sommes aujourd'hui plus près d'une situation telle qu'Ibn Khaldoun la voit, que la situation telle que Machiavel la voit. Hélas, oui, vous avez raison, mais c'est bien ce qu'il faut regretter. En tout cas, effectivement, moi j'y vois là une vraie fracture civilisationnelle. Oui, absolument. C'est une vraie fracture, c'est beaucoup plus que beaucoup d'autres qui sont fantasmatiques. Celle-là me semble très intéressante. Sur cette question de responsabilisation d'une population, moi j'ai été, ça a été j'ai employé une expression un peu grandiloquente, mais ça a été un tournant intellectuel dans ma vie. Quand il y a facilement 35 ans de ça, j'ai découvert un texte que je pourrais vous envoyer à qui est intéressé d'ailleurs, hein, parce que j'en ai une version PDF, un texte d'Alain Jox et d'un collègue à lui, Dos Santos, et dans les années 70, un texte qui s'appelle « L'hégémonie par le désordre ». Et il prend la comparaison de 3 situations historiques. Il prend, alors, attendez, laissez-moi me souvenir, les guerres puniques, l'Angleterre, alors les guerres puniques, deuxièmement, la constitution de du système féodal en Occident, et troisièmement, l'Angleterre élisabéthaine, au XVe siècle. Je me souviens, il faudrait que je le relise parce que je me souviens plus très bien de ce qu'il dit sur la constitution de l'Europe féodale. Le seul truc que je me souviens dans cette partie-là de son texte, c'est que c'est cette façon qu'il a de définir un seigneur féodal au début du Moyen-Âge, c'est-à-dire au moment du début de la formation du système féodal. Il a une expression que je trouve formidable, tellement elle est juste. Il dit en fait un seigneur féodal au début de la féodalité en Europe, c'est un chef d'entreprise agricole à poigne. Formidable. Bref, non, mais pour les guerres puniques et sur l'Angleterre élisabéthaine, il dit qu'effectivement, il y a une intelligence du pouvoir, soit de la République romaine, soit de la monarchie de Tudor, qui est d'intégrer en quelque sorte, tout en le dominant. Il ne s'agit pas, c'est pas des soviets non plus, c'est pas des communautés anarchistes que crée Élisabeth Ier, hein, ça se saurait. Mais de faire participer le peuple à la guerre en cours. Et avec possibilité de décision, et surtout, le peuple est tenu informé de ce qui se passe, y compris des décisions de l'État. On ne le laisse pas, on ne le considère pas comme un enfant immature à qui on ne dit rien. Là, on le tient informé, et alors il explique très bien qu'à Rome, cette information du peuple passe par les jeux.
parce que le regroupement dans les arènes à l'occasion des Jeux du cirque font que tout le peuple de l'URPS est de facto physiquement Présent. Ouais. présent. Et les nouvelles circulent et on en fait passer certaines, etc., etc. Et pour l'Angleterre élisabéthaine, Jox et Dos Santos disent c'est le théâtre élisabétain qui jouera son rôle. Mais cette idée de participation, de responsabilisation et d'information me semble tout à fait intéressante. Voilà. Et si ceux qui sont intéressés peuvent me le dire, ils ont mon email ou que sais-je, ils peuvent me demander le texte, je leur envoie un PDF. Moi, je suis intéressé. Oui, moi aussi, bien sûr. Très important. Voilà, je vous l'enverrai. Jean-Marie voulait parler? Non, pas du tout. Ce qui me permet alors d'en revenir à Saint-Louis. Un instant. Quand même. Oui, quand même. Non, mais justement, parce que vous dites à un moment, le peuple admire Saint-Louis quand il part à la croisade, mais il ne le suit pas, il ne l'approuve pas. Bon. Et d'où l'idée que finalement, ces croisades, ça intéresse un certain nombre de seigneurs, éventuellement un roi ou deux, mais à part Saint-Louis, il ne reste pas très longtemps. Hein. Et que les enjeux, en fait, sont des enjeux continentaux. La France en formation, elle est confrontée à l'Angleterre, au Saint-Empire, et de plus en plus. Hein, les décisions politiques qui sont prises, c'est par rapport à un jeu continental. Et ça va durer jusqu'au XXe siècle, et encore un peu plus. Mais donc, les croisades, c'est aussi quelque chose de plus en plus marginal, quel que soit l'élan religieux qu'il a pu avoir à un certain moment. Et cette remarque sur Saint-Louis me fait aller à ce dialogue entre Ibn Khaldoun et Machiavel, qui est intéressant, mais c'est un peu frustrant, parce que justement, on aurait aimé un dialogue entre Ibn Khaldoun et un Européen des nations en formation, un Français ou un Anglais, pour justement, parce que c'est pas les mêmes conceptions en fait. Il y a ce que vient de dire Laurent sur la relation avec le peuple, il y a le fait que la France est proto-nationale. Elle ne l'est pas encore, mais il y a un sentiment national qui apparaît dans la guerre, effectivement, à Bouvines, pendant la guerre de 100 ans, comme l'a dit Laurent, et c'est pas du tout la même chose que les logiques khaldounienne que vous avez étudiée en Orient. Mais est-ce qu'il y a justement en Europe, à ce moment-là, un historien, un philosophe qui a l'ampleur géopolitique d'Ibn Khaldoun? Je n'en vois pas, mais je ne suis pas très, très cultivé quant à cette période. Je dois manquer aussi de culture, mais je n'en vois pas davantage. On dirait commune, mais alors, je voulais simplement préciser quand même ce que je voulais dire sur Saint-Louis. Je voulais dire simplement que Saint-Louis luttait contre le temps qui passe et les évolutions que ses prédécesseurs, et en particulier son grand-père Philippe Auguste, avaient imprimé au royaume, mais qui se manifeste partout en Europe, hein, c'est-à-dire la profonde sédentarisation. Alors, vous l'avez dit, la naissance des royaumes, évidemment, l'affirmation des royaumes au détriment de l'idée impériale et du pontificat. Hein. Ce qui caractérise le XIIIe siècle, c'est que ce que le pape était capable de faire à la fin du XIe siècle, c'est-à-dire de lancer des princes territoriaux et des chevaliers
vers la Terre Sainte, il n'est pratiquement plus capable de le faire à partir de la première moitié du XIIIe siècle. Innocent III est le dernier, bien sûr, à pouvoir le faire. Et ses successeurs immédiats. Après, les historiens arabes, de ce point de vue-là, sont utiles parce qu'ils le perçoivent très bien. Après, c'est l'affaire des grands souverains d'Occident, c'est-à-dire Frédéric II et Saint-Louis. Fondamentalement, c'est ces deux-là qui apparaissent dans les textes arabes. Les autres, si Richard Cœur de Lion pour la troisième croisade, et puis Richard Cœur de Lion est le fameux Ré de France, le roi de France, c'est-à-dire Saint-Louis, puisque c'est le nom qu'il porte dans les. Donc en fait, c'est ça, c'est ma conclusion sur les croisades. Vous m'avez si bien lu, Bertrand, que je ne doute pas que vous l'ayez lu aussi. C'est l'extraordinaire réussite de l'Occident médiéval, et en particulier la réussite qu'Ibn Khaldoun aurait dite sédentaire, c'est-à-dire l'extraordinaire augmentation de la population, la croissance économique, la croissance des villes, l'organisation de l'État. C'est tout cela qui entrave la croisade. Plus on a tout ça chez soi, et plus la question se pose, mais qu'est-ce qu'on va faire là-bas? Voilà, c'est aussi bête que ça. C'est-à-dire que quand Villehardouin écrit son histoire de la 4e croisade, vous savez, il justifie la 4e croisade en disant, ben voilà, oui, on a pris Constantinople, je suis désolé, on a été un peu dévié, les circonstances, vous savez ce que c'est, etc. Mais ça va servir à la croisade de Jérusalem, car nous avons établi désormais entre l'Occident, disons l'Italie, et la Terre Sainte, les ports de Terre Sainte, une suite continue d'escales avec cette immense escale qu'est Constantinople. Ce qui nous avait fait obstacle jusque-là, c'est-à-dire l'Empire byzantin, qui a toujours joué le double jeu pratiquement depuis la première croisade, est désormais mort, et nous avons à Constantinople des alliés. Donc ça va servir à la croisade de Jérusalem. Eh bien non, c'était un raisonnement qui se tenait parfaitement. Eh bien non, en réalité, ça va l'entraver parce que Constantinople va devenir, parmi d'autres, un des hubs, on dirait aujourd'hui, économiques du commerce italien en Méditerranée. Constantinople ouvre sur la mer Noire, Constantinople ouvre sur d'autres horizons que ceux, au total, très limités du point de vue économique et du point de vue donc des richesses qu'on peut en tirer de la Palestine et de Jérusalem. Et donc, en fait, ce sont d'autres projets contre lesquels la très profonde religiosité de Saint-Louis lutte. Mais le problème, c'est qu'il finit par être le seul à lutter. Évidemment, il est Saint-Louis. Évidemment, il est immensément admiré parce qu'il a c'est presque Saint François d'Assise sur le trône, n'exagérons rien, il a ces moments de colère et presque de brutalité. Mais c'est fondamentalement une religiosité franciscaine, très moderne pour le XIIIe siècle, donc une religiosité franciscaine et dominicaine, de ces ordres mendiants qui emportent les cœurs et les esprits. Donc il est immensément respecté, bien sûr, mais dès qu'il meurt, son frère qui prend le commandement de la croisade de Tunis, puisqu'il meurt à Tunis lors d'une croisade, son frère qui prend le commandement de la croisade de Tunis l'arrête immédiatement. Il exige simplement un tribut du roi de Tunis, enfin du calife entre guillemets almohade ou hafside de Tunis, et il s'en va très vite vers la Sicile, puisque lui, son but, comme pour donner raison à Ibn Khaldoun, son but c'est Constantinople. Évidemment, le but de Charles d'Anjou, le frère de Saint-Louis, c'est Constantinople. Et donc, c'est dans ça, Saint-Louis est un héros solitaire qui a plu à Rudebeuf et à beaucoup d'autres, très probablement. C'était le héros de cœur de beaucoup. Mais l'évolution des choses, on va l'appeler ainsi, comme Montesquieu, l'évolution des choses jouait contre lui.
Voilà, c'est ce que je voulais dire sur ça. Oui. Alors bon, je ne sais pas si vous avez lu, il y a une petite note que j'ai trouvée chez Ibn al-Furat, un historien syro-égyptien, enfin d'époque mamelouk, très tardif des croisades, où le geôlier de Saint-Louis, puisqu'il a été capturé après la bataille de la Mansoura en 1250, il a passé quelques mois en prison, lui dit mais qu'est-ce que tu viens faire parmi nous? Enfin, je veux dire, toi qui es visiblement un homme intelligent, sensé, qui est un grand roi, parce que on le voit à l'importance de ton armée, à la richesse, le manteau de Saint-Louis a ébloui, le manteau qu'il portait sur lui a ébloui des hommes qui étaient pourtant habitués à une très grande qualité de textile. Toi qui es un roi visiblement qui a de très grandes ressources, une immense armée, une flotte considérable, qu'es-tu venu faire sur des planches? Tes planches, c'est-à-dire ta flotte, dans un pays plein de musulmans et d'ennemis, que viens-tu chercher, un roi, un grand roi, surtout un roi qui est en train de constituer un empire, parce que c'est comme ça qu'il est en train de le voir. C'est la France, le royaume de France qui est en train de constituer ou reconstituer l'empire de l'Europe occidentale, l'empire franc, à proprement parler, et un grand roi reste au centre de son royaume, bien sûr. Anecdote, excusez-moi, mais je vais encore faire une comparaison avec mes chers Russes. Oui. Mais c'est à peu près dans les mêmes termes que pensaient les soldats soviétiques qui rentraient en Allemagne en 1945. Qu'est-ce qu'ils sont venus faire chez nous? Ils ont tout. Les ouvriers ont des voitures, tout le monde a la radio, tout le monde, etc. Enfin, c'est un pays moderne, etc. Et riche. Qu'est-ce qu'ils sont venus, pardonnez-moi, mais qu'est-ce qu'ils sont venus nous emmerder et nous piller chez nous qui sommes un peuple du tiers-monde? Oui. C'est ce que se disent beaucoup de soldats soviétiques. Voilà. Et ça peut expliquer d'ailleurs une bonne partie des pillages, entre parenthèses. Des pillages de 1945? Oui, en Allemagne. Oui, bien sûr. Oui, mais justement, Saint-Louis n'a pas répondu, il a ri. Il rit parce que c'est tellement loin oui, voilà. de son projet qu'il n'y a rien à répondre, évidemment. Je veux dire, évidemment, son projet, oui, il est irrationnel si vous considérez que la rationalité, ça consiste à considérer d'abord les intérêts immédiats et matériels de votre règne. Ces caractéristiques, même chez Ibn al-Asir, je ne sais pas si pour ceux qui ont lu le livre quand il présente la première croisade, et il présente le roi de Sicile qui renvoie vers la Terre Sainte le Baudouin, enfin, contre-roi de Bouillon, on va dire, enfin, peu importe, les Baudouins, parce qu'il ne veut pas les avoir à proximité. La Terre Sainte, c'est une bêtise. L'expédition vers la Terre Sainte, c'est une erreur. Que le roi, le très rusé roi de Sicile, a réussi à glisser dans l'esprit de ces lourdeaux de flamands, en quelque sorte. Il ne dit pas lourdeaux de flamands parce qu'il ne sait pas où sont les Flandres, mais dans l'esprit de ces lourdeaux de Baudouin qui l'ont écouté et entendu, alors qu'en fait, évidemment, la véritable bonne décision aurait été, en effet, de poursuivre la conquête de la Sicile jusqu'en Ifriqiya, jusqu'en Tunisie actuelle, etc. C'est tout à fait caractéristique que, d'une manière générale, c'est l'absence de religiosité dont je parlais des écrivains arabes sur les croisades. Ce qui est tout à fait caractéristique, c'est que la plupart du temps, ils ramènent les croisades à des intérêts politiques ou économiques, enfin, éminemment matériels. Très bien. Qui veut prendre la parole encore? Non. Donc, on va conclure la réunion en remerciant très vivement Gabriel Martinez-Gros pour son exposé et pour toutes ses réponses. On retrouvera cet exposé sur notre chaîne YouTube. Et puis, je présenterai ce livre au rédacteur de Royaliste dans quelques semaines. À très bientôt, chers amis. Merci.